Alors, au quotidien, comme ça, beaucoup de projets naissent entre amis, frères, cousins et connaissances. Au début, comme ça, l'argent arrive, les responsabilités grandissent, mais les tensions commencent aussi. Aujourd'hui, chez Parlons Peu Parlons Vrai, nous allons essayer de répondre à cette question-là avec nos entrepreneurs de terrain, avec nos expérimentés, nos experts. La question de savoir, est-ce que les associés et les partenaires dans un projet sont toujours un facteur de croissance ou alors un facteur d'échec? Bienvenue dans Parlons Peu Parlons Vrai. Pour commencer le débat, nous allons donner la parole à Monsieur Fongan. Vous êtes expérimenté, acteur de terrain, vous avez construit tellement de choses, sûrement pas seul. Vous avez forcément déjà dans votre parcours eu à avoir à travailler avec d'autres personnes, que ce soit des frères, des connaissances ou des partenaires. Claire, quelle est l'expérience que vous avez avec cela? Est-ce que cela vous a aidé? Bonjour déjà et merci encore pour la parole donnée. Je commence d'abord par saluer les téléspectateurs et tout d'abord aussi mes co-discutants. Dans votre question, il y a deux volets. Est-ce que s'associer avec des personnes, est-ce que ça peut être un succès, est-ce que ça peut être un échec? Bon, le premier volet est que ça peut être un échec. Lorsque je vous ai fait, je pense que lors de mon dernier passage sur le plateau, je vous ai fait une anecdote disant que j'ai lancé un projet avec deux personnes et le projet n'a pas abouti. Vous avez fait le projet avec deux dames qui étaient dans la cosmétique. Là, le projet a échoué parce que j'étais la seule personne qui apportait du capital. Ok, mais les autres apportaient aussi la compétence. Celui qui apporte le capital risque plus que ceux qui apportent les compétences. Ok. Donc je me suis rendu compte que c'est moi seul qui devais piloter le projet. Ok. Comment est-ce qu'on va faire pour produire? Comment est-ce qu'on va faire pour écouler? Parce que dans tous les cas, il fallait que je récupère mon argent. Ok. Donc vous voyez que c'était moi la seule personne qui devait fournir les efforts. Bon, les efforts financiers? Non, pas les efforts financiers. Parce que lorsque vous investissez quelque part, quand vous investissez quelque part, il est bien vrai que la première intention, c'est aussi d'avoir le revenu. C'était moi la personne qui avait beaucoup rentabilisé ses capitaux. Et c'était moi la personne qui voulait aussi rentabiliser ses capitaux. Pas rapidement, parce que le projet s'étendait peut-être même sur beaucoup d'années. Vous voyez, donc j'avais la pression à ce niveau. J'ai mon argent quelque part, il faut qu'on écoule, il faut qu'on communique, il faut qu'on produise. Donc c'était comme si c'était moi la seule personne qui devait les booster à travailler. Et moi ça m'épuisait, j'ai décidé d'arrêter. Vous avez décidé d'arrêter. Ça c'est pour votre on va revenir sur vous tout à l'heure. Monsieur Nguemen, quelle est l'expérience que vous avez avec ça? Est-ce que vous avez déjà eu dans votre parcours à travailler avec des personnes, quel que soit le type de projet, c'est pas toujours des projets, il y a des projets à but non lucratif. Quelle est l'expérience que vous avez? Vous avez l'impression que le fait de travailler en groupe a plutôt propulsé le projet ou alors ça détruit le projet? Oui, l'expérience que j'ai, je vais saluer comme ça en passant tous les téléspectateurs de cette émission Parlons Peu, Parlons Vrai. J'ai eu beaucoup de collaborations avec des gens. L'expérience que je dis, c'est que la plupart du temps, quand vous avez une idée, vous partagez avec des gens. Souvent, on est enthousiasmé par ce qu'on veut, l'objectif, mais on n'a pas le temps de sonder les gens qu'on associe au projet. C'est un moteur de croissance si les gens qui sont associés convergent. Mais si ce sont des opportunistes qui ne viennent juste là que pour trouver... Pour la rentabilité que vous les avez promis. Puisque quand vous venez leur présenter le projet, vous dites, j'ai tout calculé, voilà ce que ça va nous donner. Voilà. Vous prononcez des gros chiffres et ils s'accrochent à ça. Voilà. Et tout de suite, il dit, alors moi, comme je voulais acheter mon terrain, c'est une opportunité. Ce n'est pas qu'il vient pour apporter quelque chose pour que ça marche. Quand il vient, il a une vision complètement paradoxale, opposée. Mais pour l'instant, il n'a pas une solution. Et du coup, il s'agrippe là et il devient une entorse. Ça devient un problème. C'est une source de conflit. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour vous, pour associer quelqu'un au projet, il faut vous assurer qu'il a compris l'enjeu. Qu'il a compris et qu'il s'engage non pas à être un obstacle, mais à investir, à apporter. Et pour ça, il faut d'abord vendre l'idée pour qu'il adhère. Quand il n'a pas adhéré à l'idée, il adhère plutôt au résultat de l'idée, c'est dangereux. Et ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle au début. Monsieur Tefak, quelle est l'expérience que vous avez
avec tous vos projets, déjà, vous avez forcément... Parlez-nous de votre expérience. Merci une fois, madame, pour cette belle invitation à Parlons peu, parlons vrai. Je pense que ça nous permet également de dire ce que nous... D'extérioriser ce qu'on vit au quotidien. Les questions que les gens se posent, on essaie de les répondre. Je dirais que, déjà, premièrement, je condamne le fait de vivre en autarcie. Pour évoluer, il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'ouvrir. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec des personnes, des projets. Donc maintenant, c'est l'intention de ces personnes qui nous font souvent peur. Mais en matière de business, parce que nous vivons déjà dans un environnement où, Cameroun particulièrement, il n'y a pas d'industrie. Donc, c'est des prestations de services divers auxquels chaque personne, quand il vient te confier peut-être un de ces marchés, je présente la situation sur deux aspects. L'aspect de ceux-là qui viennent peut-être vous confier leurs tâches et qu'en retour ils perçoivent des commissions, nous vivons de ça au quotidien. On appelle souvent les dealers. Ils gagnent les marchés, ils viennent vous donner, vous exécutez et vous avez votre part dedans. Vous avez votre part dedans. Ça c'est dans notre environnement, vous écartez cette philosophie là dans votre parcours d'entreprise. Vous ne pouvez pas faire le chiffre d'affaires. Bon, maintenant, au niveau... Donc, comme quoi, il est presque impossible de s'en sortir sans avoir des gens avec qui on peut collaborer. On travaille. Et bon, maintenant, au niveau de l'entreprise proprement dit, pour avoir des associés internes, je pense que ce que nous pouvons faire ici, c'est de savoir orienter, juridiquement parlant, ceux que nous intégrons dans nos projets. Quelle est la responsabilité de chacun de nous? Parce que c'est là où il y a même parfois le problème au niveau de l'entreprise. C'est pas une histoire publique qu'on va dire que c'est peut-être mon frère qui doit être là-bas. Donc, en matière d'entreprise, il y a certains postes en entreprise que vous pouvez être compétent, mais on ne vous fait pas confiance, vous n'assurez pas. Il y a certains postes que ça nécessite que de la compétence pour faire évoluer le poste. Donc, vous devez avoir la posture de savoir apprécier quel poste est le plus important et que ça a l'impact au niveau de la société. Quand vous connaissez déjà dissocier ces fonctions-là, avant d'intégrer quelqu'un dans une société, vous pouvez facilement spécifier quel est son apport. Et une fois de plus, quand son apport est défini, l'entreprise peut développer. Alors, Monsieur Fongan, tout à l'heure, le pasteur Nguemen disait qu'il faut beaucoup regarder la personne qu'on choisit. Chez vous, dans votre cas, le cas de l'histoire avec les deux dames dans le projet de la cosmétique, sur quelle base est-ce que vous avez choisi vos partenaires? Bon, quels étaient vos critères de choix? Bien évidemment, je n'avais pas de critères de choix. Ah, ok. Oui, c'est juste que j'ai vu que les dames ont la compétence. Oui, donc il y avait quand même ce critère-là qui a la compétence. Bon, quand on parle des critères compétence, c'est quoi? Elles avaient de l'expérience? De l'expérience. Ok, elles avaient déjà eu à faire ce type de projet. Oui, ce n'est que ce seul critère-là. Mais en allant vers le sens du pasteur, je pense qu'il y a beaucoup de critères qui vont avec ce que le pasteur mais par rapport à votre histoire, c'était uniquement la compétence. Vous avez limité à leur expérience qu'elles avaient déjà. Oui, sur le terrain. Je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose. Bon, en écoutant le pasteur, il y a beaucoup de choses que j'ai négligées, que je viens aussi d'apprendre. Que hormis la compétence, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder sur les personnes avec qui vous voulez vous associer. Donc, je pense que j'ai compris la leçon. Et maintenant, vous savez comment faire. En fait, je vais revenir un peu sur le choix des deux dames que vous avez fait. Vous les avez choisies parce qu'elles avaient de l'expérience. Ok, bon, ça veut dire qu'en fait, vous êtes limité à leur expérience pratique. C'est ça. Sauf qu'après, finalement, vous décidez de rompre le partenariat parce qu'elle n'arrivait pas à contribuer sur le plan... C'est l'évolution. De la gestion. La croissance, elle n'arrivait pas à contribuer sur le plan de la croissance de l'entreprise. Alors, pour revenir à vous, pasteur Nguemen, quand vous parlez du choix du partenaire, en fait, quels sont les critères même qu'il faudrait mettre en avant pour être sûr que les personnes qu'on choisit sont compatibles avec soi? Oui, je veux dire quoi? Pour collaborer, surtout quand on parle d'association, associer, et la Bible même nous dit clairement que pour que deux personnes marchent ensemble, il faut qu'ils s'accordent. Et la première dimension de l'accord est la vision, est le domaine de l'esprit. Par exemple, vous pouvez avoir une personne, par exemple, pour entrer dans le domaine religieux, carrément religieux, vous pouvez être catholique, je dis ça n'importe quoi, et vous avez
partenaire qui est musulman et vous pouvez réussir. Mais le problème ici, c'est que le sens de l'intérêt, comme le disait dans le domaine du droit. Maintenant, le problème qui va se passer dans la plupart du temps, c'est le trafic d'influence. Parce que je vous dis que l'argent, ça crée beaucoup, c'est le nerf de la guerre. Donc, si les domaines de convergence sont plutôt contradictoires, vous pouvez imaginer que vous pouvez marcher, vous avez fait ça marcher pour un temps. Et à un moment donné, moi, je me rends compte que c'est moi qui devais me mettre là. Parce que comme M. Fongan le dit, il a investi de l'argent, quelqu'un avait une autre chose. C'est une valeur. En industrie, c'est un apport qui est capitalisé. C'était pas suffisant pour ce qu'il voulait. Mais qui n'est pas... Maintenant, il y a un environnement. Alors, il y a ce qu'on appelle le conflit de compétences, les conflits de leadership, les conflits même qui sont d'ordre spirituel. Parce qu'à un moment donné, quand vous devenez puissant, quand vous devenez déjà grand, je commence à dire que non, mais c'est nous qui avons même donné la formule. Et quand je ne peux pas, c'est lui qui est devenu trop riche, on peut déjà lui donner son argent. Et écoutez, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait ça. Je crois que M. Tefar le disait tôt le matin. Il disait que lorsque, dans une autre émission, il disait que la particularité, c'est que les gens, quand vous mettez les gens en désordre, d'autres vous avalent. Alors quand vous n'avez pas pris tout ce concept-là, combien d'entrepreneurs ont de jolies idées et quand ils ont bien travaillé jusqu'à ce que c'est devenu quelque chose de bien, les gens travaillent dans l'ombre. Les gens viennent même payer les charges que vous voulez pour entrer dans l'entreprise parce qu'ils ont une vision, prendre cette entreprise. L'objectif est clair, récupérer votre... Récupérer. Mais quand on est entrepreneur, on s'est lancé comme ça, on est simple, comme on dit au Cameroun. Comment on fait pour se prémunir de ce type de partenariat? Parce que nous, au cabinet Start Maman, on reçoit comme ça au quotidien des gens qui viennent et qui se disent, moi, voilà mon projet, il est intéressant, mais il me manque du capital, en fait. Et il marche là d'ailleurs, peut-être dans le car ou dans le taxi, tombe sur quelqu'un à qui il parle, il se dit, moi, j'ai l'argent. Bon, lui, il n'est focalisé que sur l'argent qu'il a besoin. Il accepte l'argent de la personne. Comment lui, il fait pour ne pas tomber dans ce piège? Parce que là, ça peut être quelqu'un qui vient effectivement juste avec l'argent, mais qui, avec le temps, devient un danger. Laissez-moi vous dire qu'il y a l'argent qu'on vous donnez pour tuer une entreprise. C'est pour ça que, avant de chercher dans le sens de l'expertise, de l'assistance, vous devez savoir que il y a, par exemple, au cabinet Sato Mama, il y a une expertise dans certaines choses. Mais il y a un niveau d'expertise, qui ne peut pas permettre que celui-là, même s'il y a tout l'argent qu'il a. Et c'est pourquoi je vous disais que les entrepreneurs d'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, écoutez, si vous ne vous faites pas accompagner par sur le plan spirituel, vous êtes accompagné consciemment ou inconsciemment, que vous le vouliez ou pas. C'est pour cela que vous voyez, la plupart du temps, on vous dira, les hommes d'affaires, ces riches-là, on va vous dire, c'est facile, et non, c'est la vie de la boîte de nuit, c'est la vie de la débauche et tout ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de pression à gérer. Mais ils pensent qu'ils sont en train de maîtriser, ils ne maîtrisent pas. Il faut apprendre aux entrepreneurs d'aujourd'hui de se faire aussi accompagner dans le plan spirituel pour dominer l'atmosphère spirituelle de leur argent. Parce que l'argent a aussi un pouvoir. L'argent, il y a un esprit, une force. Si tu ne domines pas l'argent, l'argent va te dominer. Et même l'accompagnement, c'est une forme de partenariat parce que, à un moment donné, même pour choisir qui va t'accompagner, il faut bien se rassurer aussi que c'est pas quelqu'un qui va venir te noyer. C'est pourquoi. Mais monsieur Tefar, quelle est l'expérience que vous avez avec ça? Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience pareille, de vous lancer dans un projet et avoir le sentiment que la personne est venue carrément vous avaler, enfin, vous extraire du projet? Ou alors un témoignage vécu? Oui, nous avons des situations. Et vous savez, quand je fais une précision là, à notre première émission, c'est en fait enseigner aux jeunes. J'ai parlé d'un conflit intergénération. Je préfère aujourd'hui m'associer avec un jeune qui a la même difficulté de vie que moi. Ensemble, on peut résoudre nos problèmes et on trouve une voie pour avancer. Contrairement, quand vous n'arrivez pas à payer le loyer chez vous, et que vous associez un papa qui peut payer le loyer 15 fois que ce que vous payez chez vous là, ce n'est même plus le problème. Donc, spirituellement parlant, il vous dépasse déjà l'entreprise. Ah bon? Financièrement, il vous... Financièrement, dans tous les cas. Oui. Et à ce moment-là, vous êtes déjà même frustré. Vous ne pouvez pas porter votre vision telle que c'était au départ. Oui.
Parce qu'il ne vient pas finalement seulement avec l'argent. Oui. Il vient aussi avec sa vision qu'il Il faudrait qu'à chaque fois, quand il y a concertation, quand il y a peut-être une mission à faire, quand il y a peut-être une sortie, je vais dire n'importe quoi, peut-être ça peut être une sortie, aller la rencontrer, il faut qu'il vous fasse des recommandations, il faut qu'il vous dise des stratégies. Parfois, on commence parfois il y a conflit de vision. Oui, parfois on vous dit, c'est pour vous enseigner, pour aller faire... Non, à un moment donné, c'est comme si vous êtes en train de marcher sur son autorité. Il n'est même pas parfois le chef d'entreprise. Oui, mais il est comme le capital. Quelqu'un tapis dans l'ombre qui souhaiterait vous orienter, vous tracer un chemin à suivre. Alors que le projet même en question a un chemin à suivre. Ouais, c'est ça. Il accepte rarement le chemin qu'il a trouvé sur place. Il a tendance à venir. Généralement, ceux qui sont un peu supérieurs à nous, là, ils n'aiment pas. Bon, parfois, ils utilisent le truc de enfant et fils, l'expression de fils et père. Et père, ouais. Il vous dit, vous ne pouvez pas, c'est qu'un vieux, voit étant assis, vous ne pouvez pas être debout. Et oui, ça sont les expressions qu'ils utilisent souvent pour freiner parfois l'action d'un jeune entrepreneur. Oui, ça c'est le danger en fait, ce qu'il met en lumière là, c'est le choix du partenaire. Attention au conflit de génération parce que lui, il peut même ne pas être mal intentionné, mais il pense comme à son temps, il pense avec son âge, avec ses réalités, avec ses expériences. Mais vous êtes plus jeune, vous venez avec une idée plus innovante, vous avez plus de goût de risque, pendant que lui, peut-être ça serait pas facile. Vous avez défini une stratégie pour arriver au sommet, mais lui, il veut que comme peut-être c'est sur recommandation que vous vous levez ici aujourd'hui, vous arrivez à soi. Alors que sur le chemin que vous aviez tracé, vous devez d'abord faire escale en Kolfolo. À faire Carrefour Chinga. Aller doucement, peut-être entrer complexe au fur et à mesure jusqu'à soi. Peut-être ça va vous prendre même 10 ans, mais vous allez arriver à soi. Mais lui veut que vous décollez là, vous arrivez à soi. Lui, il n'a plus beaucoup de temps. Donc, il est pressé de manger. Généralement, c'est la difficulté que nous rencontrons dans le choix de nos partenaires. Le choix des partenaires. C'est pour cette raison qu'au jour d'aujourd'hui, je recommande le choix, parce que parfois même entre nous là, nous avons les mêmes difficultés. Comme on a les mêmes difficultés, on peut se décider de marcher à pied jusqu'au village, jusqu'à l'ouest. On s'engage, on marche à pied parce que il n'y a pas de complexe. Oui, personne n'a les moyens dans ses poches pour souffrir une voiture. On va en pied parce qu'on a le même objectif à atteindre. Vous voyez le terme de la philosophie là, comme on disait souvent tout ce qui s'assemble se ressemble. Ça veut dire qu'on a les mêmes objectifs à atteindre. Mais quand vous te ressemblez avec des gens qui n'ont pas la même vision que toi, ça devient compliqué. Ça devient très très compliqué. Et finalement, le projet prend un coup. Le projet prend un coup. Très belle analyse, bon point de vue. Alors, Monsieur Fongan, vous avez plusieurs entreprises. Forcément, vous ne travaillez pas seul. Dans vos entreprises, vous êtes à la tête. Mais vous avez sûrement que ce soit un conseiller fiscal, comptable, voilà, vous travaillez avec ces gens-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils contribuent à la croissance du projet, ou bien vous avez souvent l'impression que le fait de collaborer avec ces personnes vient un peu freiner votre... Bon, déjà, si l'entreprise a pu atteindre à avoir ce niveau, c'est parce que je pense que c'est avec l'accord de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur, l'Éternel te permet d'avoir des bonnes personnes, parce que tu vas beau dire, on va beau parler, on va beau faire des analyses, mais la base c'est d'abord Dieu. Vous voyez, vous pouvez faire tout genre d'analyse, mais dire que vous ne pouvez pas voir une personne comme ça et savoir que je peux travailler avec la personne. Vous ne pouvez pas savoir qui sera en danger. C'est ça, c'est une bonne personne, c'est une personne qui a une vision. Parce que quand on dit, c'est pas ce qu'on va toujours faire. Parce que lorsqu'on va s'asseoir parler d'un projet, tout le monde va tout sortir des bonnes paroles. Au moment d'exécuter, c'est là où le vrai visage se présente. C'est là où vous allez voir. Donc moi, je remercie d'abord l'Éternel parce qu'il m'a permis d'avoir de mettre sur le chemin des personnes complémentaires. Parce que moi, ma comptabilité, elle est externe. C'est un monsieur qui me fait les déclarations, les DSF, il est à l'externe. Donc, à n'importe quelle heure, quand j'ai besoin de lui, je le contacte. Avec tout mon staff. Donc, tout le monde est accessible. C'est pas parce que j'ai beaucoup de compétences, pas que ce soit, c'est parce que Dieu a permis que ça soit comme ça. Donc là, je vous remercie d'abord l'Éternel pour l'autre là. Une autre chose est que, moi aujourd'hui, si je veux m'associer avec des gens, moi je peux plus m'associer avec des personnes qui n'apportent pas le capital. Ok, donc pour vous, c'est d'abord le premier critère. Pourquoi? Parce que présentement, je travaille sur un projet. Parce que j'ai fait une analyse, comment est-ce qu'il faut finir les files d'attente dans les United, les Générales, tout ça. Et j'ai travaillé sur ça, je pense que j'ai la solution. Comment est-ce qu'il faut
arrêter que les gens partent retirer leurs colis, d'orange, ceci. Bon. VL, livraison de colis. Moi, avec mon équipe, on fait souvent ce qu'on appelle les assemblées générales. Ça veut dire, je donne la parole à tout le monde, les tempêtes d'idées. Oui. Tu me dis ce que tu penses. Et on va voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble. Parce que le manager, c'est pas celui qui pense dans le monopole du savoir. Il faut être à l'écoute. Parce que quand je suis ici, eux, ils sont sur le terrain. Ils connaissent ils voient ce que vous ne voyez pas. Ils connaissent les failles. Des choses ils ont des magnifiques idées. Mais si vous êtes un manager et que vous crispez du plan personnel, toujours en train de faire le management autoritaire, c'est vous et ces personnes d'autres, l'entreprise n'aura pas avancé. Donc ça veut dire que chez moi, moi j'appelle les personnes avec qui je travaille mes collaborateurs, c'est pas des employés. On collabore, on échange pour que l'entreprise puisse grandir. Parce que si moi je grandis, eux aussi vont grandir. Et notre problème, c'est que beaucoup de personnes veulent faire la débrouillardise au Cameroun. Ça veut dire que lorsque j'ai payé mon loyer, lorsque je peux manger, lorsque mes enfants vont à l'école, lorsque madame peut préparer, là, on s'arrête là. Vous voyez que beaucoup tournent en rond dans tous les activités. Mais aujourd'hui, dans vos entreprises, est-ce qu'il y a des gens que vous pouvez facilement vous séparer sans qu'il y ait un impact fort sur l'entreprise? Je veux dire, vous êtes à chaque fois toujours le chef, le seul chef qui est la seule pièce qui ne doit pas manquer, en fait. Vous n'avez pas de partenaire... non, moi je n'ai pas de partenaire qui investit du capital. Pourquoi? Parce que... Mais pourquoi aujourd'hui c'est important pour vous que celui qui vient doit venir avec du capital financier? Parce qu'il aura le même engagement que moi. Okay, parce que quand vous investissez dans un projet, vous avez mis l'argent quelque part, vous avez l'obligation de travailler. Ah, ok. Et vous impliquer dans le projet. Parce que si vous prenez peut-être un obligataire, ça veut dire qu'il y a personne qui est venu mettre du capital. Peu importe la situation de l'entreprise, vous devez le verser les dividendes. Là, vous entrez dans les problèmes pour rien. Oui, il ne veut pas savoir. Tout ce qu'il attend, c'est son argent. Sur le recrutement, sur tout ça. Donc, moi, j'ai dit, le projet que je vais lancer, j'ai besoin même des gens pour lancer le projet. C'est un très grand projet. Si vous voyez un peu, non, c'est un très grand projet. Pourquoi? Parce qu'on part retirer les colis en général, global, il y a trop de files d'attente. Et moi, j'ai travaillé sur un système. Vous avez essayé d'apporter cette solution. Mais tant que quelqu'un n'a pas le capital, non, il ne peut pas l'approcher parce qu'il va me ralentir. Ok. Moi, j'ai compris. En fait, c'est votre remarque, c'est la tendance générale. Quand les gens n'ont pas mis l'argent quelque part, j'ai compris pourquoi ils ne mettent pas. Les riches font les réunions ensemble. On dit que c'est la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie. Parce qu'ils se comprennent, ils parlent moins. Oui, la réunion c'est 20 minutes, on est parti. Oui. Mais si nous sommes 4 entrepreneurs, on associe un salarié là, c'est le problème. Parce que lui va voir les limites partout. Partout, il va voir les limites parce qu'il a son assurance. Il a son salaire à la fin du mois. Lui va dire qu'il m'engage même dans alors qu'il y a quelque part où je peux percevoir l'argent. Mais par contre, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est qu'on doit batailler pour avoir quelque chose. Vous voyez un peu, non? Super. Donc, alors, on va vous revenir tout à l'heure après la pause. Ok. Sans détour et sans tabou, parlons plus, parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors nous revoilà dans la deuxième partie de cette question, la question de savoir faut-il travailler avec des partenaires, est-ce que ça fait grandir ou alors ça fait échouer. Tout à l'heure on a beaucoup parlé de partenariats avec des partenaires d'affaires, avec des personnes externes. Maintenant on va attaquer la question suivante. Qu'en est-il des partenariats avec les personnes de la famille, avec le partenaire même, avec le conjoint? Quelle est l'expérience que vous avez fait les affaires avec le conjoint? Est-ce que ça fait évoluer ou alors c'est un facteur d'échec? Faire les affaires avec le petit frère de la famille, avec le cousin, est-ce que ça aide? Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de partenariat avec des personnes inconnues. Est-ce que vous avez de l'expérience avec ça, monsieur Koumou? Vous avez été tenté de travailler avec un membre de la famille? Madame, bon, moi, j'ai pas encore eu affaire avec la famille, mais j'ai eu une expérience venant d'un monsieur. Je suis parti sur les lieux. C'était un aîné à moi, il faisait dans les mines. Les mines? Il faisait dans les mines au Canada. Et il a décidé de revenir s'installer au Cameroun. Et là, son papa vivait encore. Puis quand son papa vivait encore, il a fait part à son papa d'un projet d'élevage. Il voulait élever les cailles, canards, porcs, lapins, beaucoup de choses, accompagné de l'agriculture. Comme il est originaire du Mbam. Il a construit des écuries, là où il y avait les chèvres, les porcs, les lapins, tout ça. C'était lui qui livrait le lapin à Carrefour. Ah, ok. Carrefour. Il me dit qu'il livrait près de 400 lapins à Carrefour par jour. Par jour? Oui, donc il quittait il a acheté des fourgonnettes là. Des fourgonnettes avec frigo là, avec réfrigérateur. Donc il transportait ça du Mbam au Carrefour. Mais l'expérience était mauvaise à la fin. Pourquoi? Parce que quand le papa décède,
ses frères et ses soeurs ont dit qu'ils portent l'investissement, ils partent avec. Moi, je plus de ça ici. Et quand pourquoi ça se faisait sur le terrain familial? Et quand je suis allé sur le terrain, moi-même j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'il a mis tellement d'argent. Il a construit des logements même pour le personnel. Avec l'équipé quoi. Parce que c'est un monsieur qui était bien assis. Il m'a dit qu'il quitté le Canada avec pratiquement 500 millions. Donc il est revenu au Cameroun pour s'installer. Quand on arrive ici que Victorien regarde tous les investissements, installer un groupe électrogène dans le village parce que l'énergie n'arrive pas là-bas. Construire des enclos. Vous imaginez personne. Et le père l'a laissé faire parce que bon, il était dans le projet. C'est une façon de dire qu'il y a des choses même que entre vous frères, vous ne faites pas parce que les parents sont encore là. Oui. En fait, dès que le père est décédé, le père est comme une couverture. Il cache beaucoup, il couvre beaucoup de choses. C'est quand il décède que tu vois. Ça montre que peut-être les frères étaient même jaloux du succès. Quand son papa est mort, on a dit que monsieur Emile, portez ça vous partez avec. Son frère, son grand frère. Et quand il s'est même parti, son grand frère habitait dans la maison familiale. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est beaucoup d'argent, ça. Il dit que regarde autant d'investissements que j'ai fait. Ils n'ont pas cherché à s'arranger. Oui, ils ne veulent pas l'arrangement. On s'est pour dire même qu'à un niveau, tes adversaires peuvent même être venir de la famille. Bon, ce qui concerne les conjoints, moi, je peux entreprendre avec peut-être mon épouse, parce que moi, je ne suis pas encore marié. C'est important d'entreprendre avec son épouse. Pourquoi? Parce qu'elle va aussi comprendre les réalités. Parce que si tu entreprends et elle est à la maison, elle saura toujours qu'il y a l'argent. Et il y a le moment qui ne peut pas avoir. Les affaires ne marchent pas. Mais quand tu entreprends avec elle, elle va connaître quand il y a et quand il n'y a pas. Et elle ne va pas te déranger. Super. Donc, moi, s'il faut que j'entreprenne, ça avec ma femme, pas avec ma famille. Ah, ok. Avec la femme, pas avec la femme. C'est clair qu'avec l'expérience que vous avez vécue, c'est assez traumatisant. Ça faisait peur. Il pleurait. Il pleure. Non, mais il y a de quoi, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent qu'il a perdu. Si vous voulez en parler là-bas, vous allez voir. C'est là, quand il pleure, tu vois comment les larmes coulent. Autant d'investissements. Beaucoup d'argent. Dommage. Monsieur Tefa, quelle est l'expérience que vous avez dans ce sens-là? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Partenariat avec la famille, partenariat avec l'épouse. Ça a du sens pour vous? Ça peut aider? Ça peut aider. Ça a été toujours... Déjà, je vais prendre l'exemple avec la femme. Deux corps qui s'unissent forment un corps. Oui. C'est la formule pour ceux qui font le mariage. Oui. Et je me dis, si Dieu vous a déjà unis une fois, il peut encore vous unir pour une deuxième fois. Dans ce que vous pouvez faire ensemble. Oui. Et puis, est-il question d'établir des responsabilités? Oui. Je me dis, le droit dans les affaires, c'est quelque chose qui intervient partout. Et là où il faut intégrer le droit, il faut intégrer. Parce que juridiquement parlant, même la femme que vous êtes dans la maison ensemble, vous faites ensemble, c'est ta chair là. Quand ça tourne, elle se place devant là-bas. Et c'est problème. Non, mais les affaires, c'est les affaires. C'est ça que je suis en train de dire. Si déjà la base, c'est les affaires, il faut donc sécuriser. Ne jouons pas à ce jeu-là. La dame, si elle est présente, il y a certaines affaires qu'on va parler à la maison. Mais quand on arrive au niveau de l'entreprise, à chacun sa tâche. Chacun doit savoir pourquoi il est engagé au niveau de l'entreprise. Quelles sont ses responsabilités? Et parfois même ça protège la famille. Oui, si elle ne fait pas partie du conseil d'administration pour une société à capitaux, qu'elle ne contribue pas au conseil d'administration. Que le jour du conseil d'administration, elle reste à la maison. Elle reste à la maison, oui. Vous partez, vous rentrez, vous donnez le compte rendu. Vous dites ce que vous voulez qu'elle sache. Oui, ça, à ce niveau-là, oui. Et maintenant, avec les frères, c'est même très difficile. C'est très, très difficile. Nous avons beaucoup de petits frères. Mais il faut aider chacun des petits frères à distance. Il ne faudrait pas mêler la famille dans le business de tes affaires. Ça vient casser. Un petit frère peut venir vers vous en tant que grand frère, dire grand, vous êtes dans les affaires, voilà ce que j'apporte comme édifice. Vous encadrez sa pensée, il entre dans un projet avec un objectif à atteindre. On ne refuse pas comme partenaire. Oui. Vous collaborez en tant que partenaire. Il y a des limites de chaque chose. Oui, avec des contrats. Avec des contrats et tout. Ça marche. Mais si c'est que vous avez une boutique... On s'assoit à la cuisine, au salon, on se dit, bon, ok, c'est parti. On commence à travailler. Ça devient un bordel et...
ça devient... Ça crée des problèmes tout le temps. Finalement, ça tue l'entreprise. Ça tue l'entreprise. Ça ne peut pas permettre que l'entreprise avance. Donc, pour mon point de vue, je me dis, il faut dissocier chaque associé de l'entreprise. Alors, Pasteur Nguémène, généralement en Afrique, nous on dit qu'on est très sociable en fait. Et puis on se dit, si je crée mon entreprise, au lieu d'aller embaucher quelqu'un à qui je vais donner 50 000 francs le mois, ma femme est là, autant travailler avec elle. Ou mon petit frère est là, il chôme, il ne fait rien de bon depuis qu'il a fini les études. Autant le prendre, le former, l'imprégner, et en plus je peux le manipuler, je peux faire de lui, je peux l'orienter comme je veux. Est-ce que vous voyez ça comme une stratégie de croissance pour l'entreprise ou alors un danger de chute? Eh bien, moi, je voudrais dire que sur cette question, il y a beaucoup d'encadrement à prendre en compte. Je veux partir dans le cas spécifique de la femme, de l'épouse. Si tu impliques ta femme dans ton entreprise et qu'elle n'est pas bien encadrée, elle peut être un facteur d'échec. En termes d'encadrement, il s'agit de comprendre la vision, d'adhérer dans la vision et de savoir son rôle dans la vision. Vous associez quelqu'un qui ne veut que le bénéfice et quand c'est dans la vallée, c'est toi seul qui supporte. Ça, c'est un problème. Vous encadrez quelqu'un qui ne sait pas équilibrer ses émotions. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui concernent l'entreprise, elle va seulement vous mettre les bâtons dans les roues. Ou alors elle est manipulable. Bien entendu. Peut-être qu'à travers elle, oui, mais la belle famille, c'est tout ça que... Les personnes externes. Oui, elle ne sait pas à ce moment-là quel est son intérêt. Mais si dans l'inverse, elle est consciente que quand on épouse un homme, on a épousé sa vision, on a épousé tout ce qu'il a, même ses difficultés. À ce moment-là, vous convergez, comme le disait, la Bible dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Donc, même si c'est son père, son grand frère, sa grande sœur, ou je ne sais plus qui d'autre qui a une influence sur elle, quand elle arrive, elle est capable de dire que non, ici, c'est ma famille. Ici, ça c'est mon entreprise. Et je défends d'abord ça. Mais quand elle n'a pas compris ça, elle devient une menace. Et moi, je connais des expériences. Je connais quelqu'un qui a eu une triste aventure comme ça. Il veut acheter une boutique. Imaginez comment les boutiques ça coûte cher au marché dans les villes de Douala. Et il y a une boutique là, il allait acheter une boutique et il a dit non, voilà ma belle-sœur et essaie de voir. Mais la femme n'a pas compris que son mari, quand il fait des affaires et qu'il gagne, c'est pour leur maison. Mais elle a plutôt agi comme quelqu'un qui est une branche qui va juste puiser là-bas pour oxygéner dans sa famille. Et la suite, c'est que quand le monsieur a constaté tout ça, c'était très grave parce que elle a plutôt utilisé la boutique pour nourrir sa famille à elle, d'où elle vient. Et quand plutôt monsieur, que de nourrir et le pire, c'est que parfois même, elle écoute, elle appelle, elle parle avec sa sœur, et le monsieur a trouvé des messages qui... Elle n'était pas favorable à voir son mari évoluer, mais elle était plutôt favorable que sa sœur dit au maximum pour, quitte à ce que la boutique tombe, c'est pas son affaire. Et ça fait, le couple, c'est... Donc, comme quoi, pour intégrer les gens, il faut être sûr qu'ils ont la maturité. Même si c'est ton petit frère, même si c'est ta mère, moi particulièrement, moi j'ai eu une expérience comme ça avec mon frère. J'avais une boutique à l'époque, j'avais à peine 25 ans, j'avais une boutique. Je pouvais tourner dans le capital propre au moins 3,5 millions à Douala. Et j'avais eu une autre opportunité qui devait me permettre d'être absent pendant quelques 3 mois. J'ai mon frère, même mère qui m'a dit non, au lieu de mettre un ouvrier là, mieux c'est que je sois là. Que de prendre quelqu'un qui tu vas payer, moi je fais quoi, je fais rien maintenant. Le temps que tu reviennes, c'était juste le temps pour que la boutique. Et quand tu parles, tu n'as pas l'autorité, tu vas parler, c'est ton grand frère d'abord. Et les autres gens de la famille disent que voilà, je t'avais bien dit, l'autre avait dit que je t'ai dit que quand tu as l'argent, tu viens me donner. Tu as préféré aller faire comme ça. Comment ça te fait? Ça t'apprendra à vouloir faire que tu es plus sage que les aînés. Tu vois, ton cou gonfle comme ça, et puis tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Tu ne peux rien faire. Et puis tout ça. Donc, il faut savoir que l'entreprise a des règles. Quand c'est à intégrer quelqu'un, que ce soit de la famille ou que ce soit externe, il faut
que ce soit encadré par le maximum de jurisprudence et de dispositions régulières. Il faut savoir que l'entreprise, quand tu viens, tu as quelque chose à donner et tu as quelque chose à recevoir. Et que quand tu es chef d'entreprise, tu agis comme chef d'entreprise, même si c'est ta femme, même si c'est ton fils, même si c'est ton frère, mais que tu agis comme chef d'entreprise. C'est le frère, ou le mari, ou le père, c'est à la maison. À l'entreprise, tu es le patron, tu es le directeur, tu dois savoir quelles sont les motivations. Tu prends des décisions motivées par la justice telle que cela est établi pour le salut de l'entreprise et bien sûr qui est aussi. Et pour préserver même la famille, en fait, ça évite de créer un autre problème. En tout cas, pour compléter tout ce que vous avez dit, ce que je peux rajouter, c'est que l'expérience que nous on a au cabinet, c'est que on a souvent des groupes de personnes qui viennent, ils se sont mis ensemble pour un projet et ça a capoté. Et quand on fait une analyse, on se rend compte que parfois le porteur, même celui qui a eu l'idée en premier, il a choisi ses partenaires sur la base de l'amitié. En fait, ce sont mes amis, on a étudié ensemble, on se connaît bien. On se connaît bien, on peut travailler ensemble. Sauf que vous pouvez bien vous connaître, mais ne pas avoir les compétences qui vont avec. Et parfois, il y a un laxisme parce que quelqu'un que vous appelez au téléphone, ah, j'ai un projet, j'ai réfléchi sur un projet là, c'est intéressant et tout. Vous ne lui avez vendu que le bon côté parce que vous voulez le séduire, en fait. Vous ne lui parlez que du bon côté, ça va rapporter ceci, ça va faire comme ça va faire cela. On oublie souvent de parler du mauvais côté. Et c'est quand on commence à exécuter, quand on découvre le revers et on se rend compte qu'il ne peut pas supporter cette pression-là. Et un autre paramètre encore, c'est que quand les gens se choisissent, on ne prend pas le temps on ne challenge pas les gens qu'on choisit. Et ça, c'est ce que nous on recommande très souvent à ceux qui viennent chez nous de se dire, même si vous avez identifié un ami peut être compétent et vous travaillez avec, il faut bien qu'il démontre sa volonté et sa capacité à pouvoir suivre le projet. C'est-à-dire qu'il puisse candidater. C'est-à-dire de présenter le projet aux gens de sorte que chacun puisse candidater, que bon voilà, fait un vrai dossier de candidature pour se lancer. Parce que là, non seulement, ça l'oblige à prendre conscience des responsabilités qui l'attendent. Parce que dans beaucoup de projets des Africains, on a l'impression que c'est pendant le déroulement du projet que parfois celui à qui on a confié peut-être la caisse gestion des finances réalise exactement ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un qui est venu porter les responsabilités de je vais acheter les machines, mais il ne voyait que le côté argent. Il ne savait pas qu'il faut avoir certaines compétences même pour bien choisir les machines. C'est-à-dire quand on lui donne l'argent, il va acheter n'importe quoi, il revient avec et on ne peut pas lui poser des questions. Il y a même des gens qui ne sont pas matures, à qui dès qu'on fait un petit reproche, il bloque le téléphone, il sort du groupe, il crée c'est-à-dire des comportements enfantins qui finalement voient un très bon projet qui avec beaucoup d'avenir mourir comme ça à cause de l'ego, à cause du manque de savoir, à cause de on voulait préserver. Donc vraiment avoir le courage de travailler même avec les inconnus, à condition qu'ils remplissent les conditions qu'il faut pour que le projet, grandisse. Alors on va clôturer ce thème. Vous allez dire à tout de rôle. Qu'est-ce que vous recommandez à ces entrepreneurs-là, à tous ceux qui démarrent même, qui sont encore à la phase où j'ai l'idée, je ne sais pas avec qui je vais m'associer pour m'en sortir, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler seuls. Autant il y a ceux qui s'en sortent seuls, autant il y a ceux qui ont vraiment besoin, même s'ils ont le capital, ils ont besoin d'un autre cerveau pour réfléchir sur le projet. Ils ont besoin des mains au quotidien. Monsieur Fongan, quel conseil, vous allez regarder la caméra, quel conseil que vous donnez à ceux-là? Le conseil que je peux apporter aux jeunes entrepreneurs, c'est que lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, moi je vous conseille... Les critères de choix d'un partenaire. Les critères de choix d'un partenaire. Oui, si vous voulez choisir quelqu'un qui va vous suivre dans votre projet, quelles sont les erreurs à éviter? Donc, si vous voulez choisir une personne qui va participer à votre projet, comme j'ai dit, il faut d'abord chercher une personne qui a déjà peut-être eu à faire un projet, ça a échoué. Donc, quelqu'un qui a de l'expérience dans les affaires, quel que soit le domaine, qui a quand même eu à entreprendre. Et une personne qui va aussi apporter du capital. Ok, le capital financier, c'est important parce que selon vous, c'est seulement quand les gens ont mis l'argent qu'ils ont aussi le cœur dessus, comme on dit, qu'ils sont capables à supporter le parcours. Ça veut dire quand ça ne donne pas, il est là. Quand ça donne, il est là. Supporte les embûches. L'un qui est persévérant, résilient. Si vous n'avez pas toutes ces qualités-là, vous ne pouvez pas faire l'entrepreneuriat. Super. Donc, c'est ça. Monsieur Nguemen. Oui, pour moi, il faut simplement trouver des personnes qui sont enseignables. On peut être rempli de diplômes, mais ne pas avoir un cœur disposé à recevoir. À apprendre. Ouais. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un responsable, vous allez sélectionner des personnes qui sont
enseignables, qui sont disposés à apprendre et encore à apprendre, c'est-à-dire recevoir des autres, être capable de reconnaître que ces limites existent et que le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est un monde complémentaire. Il faut également savoir que tu ne peux pas tout trouver en une seule personne. Il faut être un meilleur manager des hommes, à savoir intégrer une intelligence émotionnelle et qui peut motiver les autres parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas et ils vont pas donner ce qu'ils ne connaissent pas. Un bon entrepreneur peut poster quelqu'un à sortir. En étant lui-même un modèle. Un modèle. Être l'exemple. Voilà ce que je peux dire pour chacun qui veut faire. Qui veut se lancer. Qui veut se faire accompagner. Il n'y a pas de limitation et les gens ne se ressemblent pas. Mais c'est toi qui dois avoir un flair de sentir. Et tu vas sentir quelqu'un qui peut avoir plus ou moins une prédisposition à écouter, qui soit enseignable. Ok, évitez les gens qui savent tout. Monsieur Tefak, quel est le conseil précieux que vous pouvez donner à ceux-là? Oui, je dirais que pour des jeunes entrepreneurs, je vais plus m'attarder sur les formations. Puisque l'entrepreneur, c'est celui-là qui apprend tous les jours. Et à chaque échec, c'est une nouvelle école. Oui. Si ils ont la possibilité de nous regarder sur Parlons peu, parlons vrai, et qu'ils peuvent apporter leurs projets, pour qu'ensemble, on essaie un peu de regarder au plus profond, de tracer les lignes à suivre, qui nous apportent leurs projets. Nous sommes disponibles à accompagner nos petits frères qui souhaiteraient également se lancer dans ce domaine. On peut encadrer. On peut encadrer à distance, ou de près ou de loin. Et je vais déjà dire que, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien. Quand vous avez réussi une fois, la vie continue comme ça. Et je ne vais pas manquer de me vanter, puisqu'en 10 ans que je ne suis que dans l'observation de l'entrepreneuriat, j'ai un portefeuille de plus de 50 millions créés, constitués. Super. Oui, et ça peut être un des motivations. Je n'avais pas commencé. C'est cette année 2026 que je commence. Proprement dit. Mais déjà avec un capital constitué pendant la recherche, les voies sur l'entrepreneuriat, je constitue un portefeuille. Donc tout le monde peut se lancer. Et réussir. Ce n'est pas seulement fait pour d'autres personnes. Il faut avoir une fonction disciplinaire élevée pour suivre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Super, voilà qui a été bien dit. Alors pour conclure, ce qu'on retient, c'est que décider de se lancer en entrepreneuriat et avoir besoin d'un partenaire commence déjà soi-même par être un acteur. Parce que pour attirer des bonnes personnes, il faut soi-même se mettre en scène. On attire que les bonnes personnes parce que soi-même on se bat. Et c'est ce type de personnes qu'on va attirer. Mais si on démarre un projet et qu'on est déjà dans la posture de chef, alors qu'on n'a rien, on va attirer des personnes aussi qui sont dans cette posture-là. Et après on vient, le projet est là, il y a personne pour travailler, et de se rappeler toujours que quand on parle de partenariat aujourd'hui, ce n'est pas seulement des personnes physiques, même des livres. Lire des livres, c'est des accompagnements au quotidien. Ce qu'on n'a pas un individu pour faire, on peut lire aujourd'hui dans des livres. Donc vraiment de s'entourer de façon saine, de chercher l'information et surtout être dans l'action, et ne pas oublier le cabinet Thomas Maïla, naturellement, pour accompagner tous ceux-là qui ont des difficultés et qui veulent savoir comment choisir les partenaires d'affaires, par où commencer, toutes les difficultés, tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans l'entreprise au quotidien. Une fois de plus, on va finir sans donner la parole à notre invité. Il va parler encore d'une autre de ces entreprises. Tout à l'heure, vous avez parlé de VL. Oui. De livraison de colis. Oui. Vous pouvez nous présenter l'autre entreprise que vous managez au quotidien. Prendre le soin de présenter VL Service, qui est l'agence de recrutement et de placement du personnel. Donc, ça veut dire que nous recrutons le personnel, que ce soit les ménagères, les nounous, les gardiens, les comptables, les RH, donc tout ce qui concerne... Ce qu'on a besoin au quotidien, pour les entreprises et pour les familles. Parce que nous avons une base de données de près de 18 000 chercheurs d'emploi. Super. Et vous agissez où? À Yaoundé, à Douala? Partout au Cameroun. Dans les villes, on a des représentants. Mais le siège, c'est à Yaoundé, au quartier Nkolmessé. Ok, donc, super. Déjà ici, nous travaillons avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up.
pour le nettoyage et tout ce qui va avec. À Yaoundé, il y a beaucoup d'entreprises qui sollicitent le personnel chez moi, comme l'entreprise GB Print là, juste là, éleveur. Ceux qui travaillent là-bas viennent de Chevron. Super, c'est une bonne référence. Partenaire, je peux pas rester. Vous placez aussi le personnel intellectuel académique ou oui, le personnel intellectuel académique. Ok, super. Les secrétaires, les comptables. Tout type. Tout type. Ok, donc même pour les chercheurs d'emploi, me contacter parce que n'hésitez pas à le postuler. recrutement c'est quelque chose de difficile, mais beaucoup pensent que c'est quelque chose de facile. C'est un processus. Recruter une personne. Non, ça c'est clair qu'en parce qu'un employé dans une entreprise est considéré comme un architecte. C'est une personne qui doit vous aider à construire votre rêve. Donc si vous recrutez juste les missionnaires, celui qui vient pour son argent à l'entreprise, il n'aura pas grand feu. Et c'est dans ce sillage-là que nous accompagnons les entrepreneurs, les entreprises qui veulent décoller. Parce qu'à côté du placement du personnel, il y a ce qu'on appelle le suivi. Ça veut dire qu'il y a des conseils qu'on apporte aux personnes qu'on place. Comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut travailler. C'est pas la culture d'entreprise que beaucoup n'en ont pas. Ok, super. Voilà qui est bien dit. Merci d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas de liker, commenter et partager. Dites-nous ce que vous pensez de ce thème. On se dit dans le prochain épisode. Au revoir. Sans détour et sans tabou, parlons vrai, une émission de Télémarché.